Un beau week-end de septembre à Marseille. Au cœur de la cité phocéenne, des kilomètres d'autoroute et un labyrinthe de tunnels, un cauchemar pour de nombreux automobilistes. C'est aussi le terrain de chasse des CRS autoroutiers. Une trentaine de policiers à moto sur les dents depuis quelques semaines à cause de chauffards insaisissables. Il est 15 h ce samedi. Un incident vient de se produire sous un tunnel de l'A55. Les brigadiers Labas et Beraba foncent sur les lieux. Mais rapidement, ils sont ralentis par un trafic inhabituel. À mon avis, on n'aura pas le temps d'y aller, on va essayer quand même. Les policiers tentent de rejoindre le tunnel au plus vite. Mais déjà, des centaines d'automobilistes marseillais se retrouvent pris au piège à cause du fameux incident. Une scène incroyable, filmée quelques instants plus tôt par les caméras de l'autoroute. Alors que le trafic est fluide, soudain, un scooter déboule, suivi par un cortège d'une trentaine de voitures. Un cortège nuptial. Ces automobilistes s'apprêtent à fêter un mariage d'une manière inédite, mais surtout illégale. Les invités de la noce, feu de détresse allumé, s'arrêtent en plein milieu du tunnel. Certains ont loué de belles berlines allemandes et des sportives italiennes. En quelques secondes, tout le monde sort des voitures et se met à danser autour du 4x4 de luxe du jeune marié. Une entrave à la circulation et une mise en danger de la vie d'autrui passible de 2 ans de prison, une lourde peine qui ne semble pas dissuader ces délinquants d'un nouveau genre. À l'arrière, sirène hurlante, les brigadiers Labas et Beraba tentent de se frayer un passage au milieu de l'embouteillage. En les entendant, les noceurs remontent aussitôt dans leur voiture et repartent tranquillement. Les policiers parviennent tout de même à rattraper le cortège. Ils sont là, c'est tout ça là. Mais il est trop tard. C'est toutes ces voitures là. Car pour interpeller ces délinquants, il aurait fallu les prendre en flagrant délit. Et surtout, alors que le trafic repart sous le tunnel, les policiers ne veulent prendre aucun risque. Ce jour-là, impuissants, ils doivent laisser filer la trentaine de voitures. Mais ce n'est que partie remise. Une semaine après l'incident, au QG des CRS de Marseille. David, le patron des motards, a convoqué une dizaine de ses hommes pour préparer une opération coup de poing. On relève les numéros des véhicules en tête de cortège, ce qui obstrue la circulation. Des policiers à cran, car fêter son mariage sur les voies rapides est en train de devenir la nouvelle mode dans les cités de Marseille. Comme en atteste cette autre vidéo captée par les caméras de l'autoroute. Cette fois, comme des agents de la circulation, les conducteurs de scooters en tête du cortège stoppent carrément la file d'accès à l'autoroute sur la droite. Des automobilistes obligés de s'arrêter pour laisser passer le grand 4x4 américain du jeune couple. Là encore, le cortège s'immobilise un peu plus loin, provoquant un embouteillage monstre à l'entrée du tunnel. Imprévisible et dangereux, ce genre de blocage se multiplie depuis l'été dernier. Sur les réseaux sociaux, c'est la surenchère. Les chauffards se filment, c'est au mariage qui fera le plus de buzz. Comme ici, où une cinquantaine de fêtards entravent la circulation pour danser sur le bitume. Seulement parfois, la situation dégénère. En juillet dernier, aux portes de Marseille, une voiture sortie d'un cortège fonce sur un policier. Pour la stopper, le fonctionnaire a dû dégainer son arme. Le conducteur a écopé d'1 an de prison ferme. Tu te positionnes sur Charles Livon, accès TPC. Pour enrayer le phénomène, David et une dizaine de ses hommes vont donc tenter d'intervenir ce samedi-là. Des forces de l'ordre mises à rude épreuve par ces nouveaux délinquants de l'autoroute.
Les autoroutes, chaque jour, 1,5 million d'automobilistes sillonnent ces 11 000 km de bitume. Le réseau français est le plus vaste d'Europe. Des flots d'usagers qui empruntent les grands axes pour aller au travail ou partir en vacances. Ils côtoient, sans le savoir, des trafiquants et délinquants qui utilisent eux aussi ces voies rapides. Et mettent parfois leur sécurité en péril. Dans le nord de la France, depuis des mois, les gendarmes tentent d'arrêter ce qu'on appelle les passeurs. Tout le monde converge, top départ. Chaque nuit, ils organisent le flot des clandestins vers l'Angleterre. À terre. Allez, à terre. Tout le monde à terre. À terre. Des forces de l'ordre confrontées aussi à des malfaiteurs très organisés, les voleurs de cuivre. Ils dépouillent des kilomètres de câbles électriques pour revendre le métal à prix d'or. Police, police, allez. Police, allez. Aux environs de Marseille, les CRS des autoroutes leur livrent une guerre sans merci. Attention, attention, ne touchez rien. Ah, c'est le pied de biche, les gars. Il est là, ils ont fracturé. Des policiers qui tentent aussi de neutraliser un autre genre de délinquants imprévisibles. Des voyous de la route qui terrorisent les usagers. Ils viennent de casser la barrière en marche arrière. Il faut qu'ils arrivent. Faut qu'ils arrivent vite. Chauffards, voleurs, trafiquants. Pendant 1 an, nous avons partagé le quotidien des policiers et des gendarmes dans leur track le long des grands axes, sur ces autoroutes de tous les dangers. « 6 heures du matin, nous sommes sur l'A26 dans le nord de la France, à quelques kilomètres d'Arras. Une longue journée s'annonce pour l'escadron de gendarmerie. Car déjà un homme se présente, un chauffeur de poids lourd anglais qui vient chercher l'aide du gendarme Coulombelle, l'officier de permanence. Un chauffeur très inquiet. J'ai un gros problème. Direction le parking de l'aire d'autoroute. Alors qu'il y dormait à bord de son camion, l'homme a été réveillé par des bruits suspects à l'arrière. J'ai senti comme des espèces de mouvements. C'est ce camion-là? Les gendarmes demandent au routier de soulever la bâche de sa remorque. Et voilà ce qu'ils découvrent. Deux hommes apparaissent au milieu du chargement. Vous parlez anglais? Vous êtes juste 4? Car 2 autres passagers fantômes sont là, cachés depuis plusieurs heures, eux aussi. Personne d'autre? Fini? Le gendarme Coulombelle préfère tout de même contrôler la remorque. Et la surprise... Entre les sacs de marchandises, une dizaine de nouveaux clandestins surgissent. C'est bon. C'est vide. Comme d'hab, j'allais dire comme d'habitude, c'est de plus en plus courant, quoi, des étrangers qui sont introduits dans un camion de nuit, pendant que le chauffeur fait sa pause. Ces hommes sont des sans-papiers en transit. Vous venez d'où? Irak? Iran? De quel pays? Afghanistan. Donc là, voilà, on a affaire à des Afghans. Everybody, Afghanistan. En grimpant dans les camions à l'insu des routiers, ces migrants espèrent rallier l'Angleterre par l'autoroute, puis le tunnel sous la Manche. L'Angleterre où ils pourront décrocher des papiers plus facilement. Le chauffeur, lui, a eu la peur de sa vie. C'est dangereux pour vous? Oui, regarde le nombre qu'ils sont. Je suis seul et puis je dormais. Ils ont des couteaux, ils vont sur le toit. Ils coupent la bâche et ils sautent à l'intérieur. Des interpellations de clandestins, les gendarmes de l'A26 en font quasiment toutes les semaines désormais, conscients de l'ampleur de ce trafic sur les autoroutes du Nord. Car pour conduire tous ces clandestins vers le paradis anglais, des trafiquants opèrent tous les jours le long de ces voies rapides. Voici des images amateurs tournées par des usagers. On peut y voir des migrants arpenter la bande d'arrêt d'urgence, au ras des voitures. Régulièrement, la presse locale se fait l'écho d'accidents mortels.
Une dizaine de migrants ont été fauchés sur ces voies l'an dernier. Des clandestins et leurs passeurs qui vivent à 2 pas de l'autoroute. Voilà ce qu'on découvre par exemple non loin de cette aire de parking poids lourds. Dans les champs, un camp de clandestins. Il y en aurait une quinzaine comme celui-ci le long des autoroutes du Nord. Le drapeau d'Érythrée flotte au-dessus de ce camp de fortune. L'Érythrée, un petit pays d'Afrique déchiré par la guerre, que fuient de nombreux migrants en ce moment. Une cinquantaine de personnes habitent dans ces cabanes rudimentaires. Des hommes et des femmes, parfois des familles. Tous se sont endettés pour payer les 20 000 € du voyage. Alors comme Kisnet, cette Érythréenne de 35 ans, une fois arrivée ici, il faut passer à tout prix. Chaque nuit, les trafiquants tentent de les faire monter dans les camions. Vous savez, quand vous ouvrez le véhicule de quelqu'un, vous êtes comme un voleur. Aller jusqu'au camion, ce n'est pas dur. Mais ouvrir et monter à l'intérieur, c'est beaucoup plus difficile. C'est difficile de vous expliquer comment on fait concrètement. Vous ouvrez les camions et vous partez? Oui, c'est à peu près ça. Kisnet se sent épié. Et pour cause, les fameux passeurs sont là. En fait, ils se fondent au milieu des clandestins. Impossible de les distinguer. Même origine, même vêtements. En revanche, ce sont eux qui ont les téléphones, les armes et surtout l'argent pour assurer le business. Certains trafiquants peuvent ainsi gagner jusqu'à 10 000 € par mois en passant une trentaine de clandestins. La préfecture a beau détruire ces camps, ils repoussent un peu plus loin. Alors dans quelques jours, l'escadron de l'autoroute A26 va tenter une opération coup de poing. Retour à Marseille. Ce samedi-là, nous retrouvons les policiers des autoroutes confrontés aux chauffards qui profitent des mariages pour semer la pagaille sur les voies rapides. On va aller faire un tour limite de secteur sur le 14e. Hein, on va aller voir ça. Alors que ces hommes partent en direction de l'autoroute, David, le patron des CRS motards, habillé en civil, va tenter de repérer discrètement les noces qui pourraient dégénérer. C'est les quartiers chauds de la ville. Direction la mairie des quartiers nord. C'est de là qu'est parti le dernier cortège qui a bloqué un tunnel le week-end dernier. Eh ben, le but d'aller devant la mairie du 13-14, c'est de voir s'il y a des mariages, en cours. Donc ça nous donnera une idée éventuellement du nombre de personnes et du nombre de véhicules qu'on est susceptible de retrouver sur notre secteur. Il est midi, juste à la sortie de l'autoroute A7. Le brigadier vient mener sa petite enquête alors que la mairie est encore vide. Bonjour monsieur, la police de la route, la CRS autoroutière Provence. Est-ce que vous pouvez nous dire où sont affichés les bancs, savoir s'il y a des mariages éventuellement aujourd'hui, cet après-midi? C'est le mariage, c'est la fête? Et moi, les mariages de 14h à 16h. De 14h à 16h. Voilà, il y a combien? 9. D'accord. Bon, ben merci de l'information et peut-être à cet après-midi alors. Eh ben ouais, je serai là. Allez, ça va. Allez, merci, au revoir. Pas moins de 9 cérémonies célébrées ce samedi. Autant de cortèges susceptibles d'envahir l'autoroute toute proche. Mais alors que David est sur le point de rejoindre l'autoroute, soudain, il tombe sur ce cortège de mariage qui, manifestement, n'a pas attendu la mairie pour commencer les festivités. Donc là, à partir de ce stade, plus rien n'est respecté. Les lignes blanches, les sens interdits, les feux rouges. Là, la loi de la République ne s'applique plus sur le territoire. Là. C'est le premier mariage du jour et déjà le ton est donné. David et ses hommes ne vont pas avoir un instant de répit. Il est 15h. Sur l'autoroute A7, une quinzaine de policiers scrutent le trafic dans l'attente d'un cortège qui passerait par là. Quand tout d'un coup, à la sortie de ce tunnel, des scooters déboulent alors qu'ils n'ont rien à faire sur ces voies rapides. Thierry, l'un des policiers, donne l'alerte. Il y a 3-4 scooters qui sont passés avec des individus sans casque. Derrière, la limousine des mariés qui ralentissait le trafic n'ose pas s'arrêter sous les yeux des forces de l'ordre.
La présence de Thierry et de ses collègues semble avoir dissuadé les convives de faire la fête à la sortie du tunnel. Voilà, je pense que le mariage est fini, c'est un petit cortège, Mais pas le temps de souffler pour les policiers. Au même moment, David, le motard en civil qui patrouillait sur la 7, revient à toute vitesse vers les quartiers nord, car une autre noce est en train de sortir de la mairie. Et en arrivant, voilà ce que David découvre. Le cortège fête le mariage à sa manière. Des concours de roues arrière au ras des voitures. Des jeunes femmes assises sur les portières. Le policier préfère ne pas intervenir pour l'instant. Je suis seul et je suis en civil, donc j'interviens pas là. Le code de la route n'existe plus. Les convives commettent infraction sur infraction. Et sur ce rond-point à l'entrée de l'autoroute, les jeunes chauffards commencent à bloquer les autres usagers pour laisser passer le 4x4 des mariés. Bloquer les routes. D'accord, et vous bloquez les routes pour le cortège. On essaie pour pas que le cortège se disperse. D'accord, et c'est jamais dangereux. Ah, ça fait attention. Tout a été minutieusement préparé. Les mariés sont ravis. C'est l'ambiance de Marseille. Faut faire attention quand même, hein. Oui, non, il faut attention quand même, hein. Enfin, sans oublier que, voilà, il y a la sécurité avant tout, hein. Des mariés qui oublient un peu vite les nombreux automobilistes coincés à l'arrière. Pour David, le policier en civil, une seule priorité maintenant. Regarde devant. Éviter à tout prix que ces jeunes chauffards ne bloquent l'A7 sur laquelle ils vont s'engager. David alerte aussitôt tous ses collègues. Entrée d'un cortège sur A7, chaussée descendante. L'autoroute où, malgré le trafic à 90 km/h, les jeunes gens commencent à mettre leur plan à exécution. À 4 de front, ils ralentissent peu à peu le trafic. Je disais là, tu vois, on risque notre vie là. On est à 45 à l'heure sur l'autoroute. La circulation était fluide et ça déboule à 90 derrière nous là. D'ailleurs, certains usagers, comme le conducteur de cette voiture noire, refusent de se faire coincer. À chaque instant, on frôle l'accident. On voit les gens excédés, qui ont été pris dans les bouchons. Les gens finissent par péter les plombs et slalomer dans le cortège. Et ça multiplie encore le risque d'accident. Sur A55, on va s'engager dans le tunnel de la Joliette. A55, entrée dans la Joliette. La Joliette, le fameux tunnel où des vidéos de mariage ont été tournées ces dernières semaines, est en approche. C'est le conducteur de cette moto verte, la tête du cortège, que les policiers doivent maintenant neutraliser pour éviter un blocage. David et plusieurs de ses collègues qui arrivent enfin en renfort vont rattraper le jeune chauffard et l'obliger à s'arrêter. Quelques secondes plus tard, le jeune homme, un brin énervé, est stoppé dans son élan. Mais un motard redémarre aussitôt en trombe, car malgré cette interpellation, voilà ce qui est en train de se passer sous le tunnel. Certains de ses camarades, loin d'être refroidis, sont bien décidés à organiser le blocage. L'une de leurs voitures se met même en travers de l'autoroute. Mais très vite, ils doivent décamper, certains en marche arrière, car des motards de la police leur fondent dessus et une entrave à la circulation est passible de 2 ans de prison ferme. Une intervention rapide qui sème la confusion. Sous le tunnel, le mariage encadré par les policiers ne peut plus s'arrêter. Laissez rouler les gars. Laissez rouler, laissez rouler. Laissez rouler, laissez rouler. Un cortège également attendu à la sortie. C'est là qu'est positionné Thierry depuis le début de l'après-midi. Vas-y, prends bien la plaque. Profitant du ralentissement, le policier relève quelques plaques d'immatriculation avec son téléphone portable. Vas-y, montre-moi bien ta plaque. Allez-y, on va rigoler, vous allez pas, ne vous inquiétez pas. Magnifique. Allez-y, vas-y. Le comportement est toujours le même, à savoir que pas de casque, circulation ralentie, pas bloqué sur ce coup-là. Et puis bon, on voit bien quand ils nous voient le comportement qu'ils ont. Ils nous narguent, ça les amuse. On a l'impression que la loi n'est plus respectée.
Bilan de l'opération, 5 conducteurs de 2 roues verbalisés et de possibles convocations par la justice pour entrave à la circulation. Ce samedi-là, à Marseille, il aura fallu une quinzaine de policiers pour mettre en échec ces nouveaux délinquants de l'autoroute. Les CRS autoroutiers qui, dans les Bouches-du-Rhône, doivent lutter sur tous les fronts. Car depuis quelques semaines, d'autres malfrats sévissent. Des voleurs un peu particuliers qui prospèrent sur les autoroutes de la région. « 8 h du matin, non loin de Marseille, c'est l'heure de pointe sur l'A7. Les CRS roulent sur la bande d'arrêt d'urgence. Marc vient d'être appelé par des agents de maintenance. Toute la nuit, la voie rapide a été plongée dans le noir. Plus de lumière. Même les bornes SOS sont hors service. Marc cherche à savoir si un local technique a été visité. C'est la panne de courant en général. Allez, à l'autre. Celle-là, la chasse, la borne. Ah, la borne. Donc, ils ont découpé. Donc, ça va peut-être couper à dame. Regardez, ils ont dû couper à dame. Apparemment, des inconnus ont pénétré dans un autre local technique un peu plus loin. On va aller vérifier. Ces cabanons techniques sont disposés tous les 500 mètres. Ils permettent d'accéder aux câbles électriques qui courent sous les voies. Ah, là c'est ouvert. Voilà. Et visiblement, celui-ci a été visité la nuit précédente. Ça les ont fracturés. Elle est fracturée, il y a des gaines ouvertes. Cible des malfrats, ces gaines électriques constituées de cuivre. Le cours du métal a flambé ces derniers mois et peut rapporter une petite fortune à la revente. Une armoire, je sais pas ce qu'il y a dedans. Vous voyez, là aussi, c'est du cuivre. Ah, ça, c'est des petits câbles, ils prennent quand même. Vu le prix du métal. Mais cette nuit-là, les voleurs ont juste sectionné les câbles pour préparer le vol. Ils devraient repasser plus tard pour les emporter. Vous voyez, là, tout est prêt, en fait, pour qu'ils puissent opérer. Ils ont sectionné à la cabane comme ça, là, qui était un peu plus haut. Ils ont sectionné ici. Après, de nuit, ils vont venir, soit ici, soit là-haut, tirer le câble à l'intérieur de la gaine, couper au fur et à mesure et l'embarquer. Seulement, les voleurs de cuivre peuvent revenir chercher leur butin à n'importe quel moment. Marc décide d'installer une équipe en planque. « 23 h. C'est l'équipe de nuit, Cyril, Christophe et Karim, qui assurent la première surveillance. Direction l'A7, vers le local technique fracturé le matin même. On va voir au niveau du grand portail, là, si on peut remonter la colline pour se mettre en planque au-dessus. Arrivés sur place, dans la pénombre, les policiers cherchent la cache idéale à flanc de colline. On va se mettre derrière l'arbre. On est masqué, là il y a la borne juste là-bas. Il faut maintenant attendre les voleurs. Les policiers sont à quelques mètres du local. Le cœur palpite à fond. On se dit qu'à tout instant, ça peut survenir. L'attente va durer 1 heure. Moi, je vais m'approcher un peu, voir un peu si comment. Quand brusquement, une silhouette apparaît. Les policiers entendent des hommes, ils parlent une langue étrangère. Cyril et Christophe décident d'intervenir pour prendre les voleurs en flagrant délit. Police, 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 police. Bougez pas! Bouge pas! En bas! En prenant la fuite, l'un des voleurs tombe nez à nez avec Christophe. On est interpellé! T'as rien sur toi? Pas d'armes? C'est la police. C'est reçu également pour mon port 10. Combien ils étaient? 2 ou 3?
Seulement, aucune trace de ces deux complices qui ont réussi à s'enfuir. Vous avez tout jeté, tu as entendu tout le métal par terre et tout là. On attend les collègues, on va tout ratisser. Ouais. Les policiers fouillent la colline pour trouver les preuves du vol. Faut ratisser là, les gars. Hop, attention, attention, ne touchez rien. Ah, c'est le pied de biche, les gars. Il est là, ils ont fracturé. Et ben voilà, tout le matériel. Surpris en plein travail, les truands ont abandonné leurs outils. Parfait, Mino. Là, on a les deux. Là, tu as la pince, tournevis. Et voilà, le feu, les gars. C'est bien. Super. Bonne intervention. Ça, c'est de la bombe. Mais le meilleur est à venir. Cachés sous les arbres, les policiers découvrent cette voiture. À l'arrière, le butin des voleurs. Le patron des CRS de l'autoroute arrivé sur place fait l'inventaire. Faites-moi le point précis. Donc, matériel découvert. Estimation du poids, difficile à dire, je dirais dans les 200 kg environ de cuivre. Tous les morceaux sont identiques. Ouais, la section. Ils sont découpés, là, prêts à être transportés. Et vous avez 3 longueurs qui se trouvent plus loin, d'environ une dizaine de mètres chacune, qui sont prêtes à être découpées. En fait, je pense que c'est ici qu'ils découpaient leur câble avant de le transporter. Ok. Mais ce n'est pas tout. Voici les factures des sociétés qui leur ont acheté la ferraille. Ce sont des factures d'achat donc de ferraille. Ça va permettre de savoir comment cette société achète la ferraille et si éventuellement elle aurait une identité des individus. Si elle les connaît déjà et sous quel nom. Les preuves s'accumulent. Le voleur interpellé est conduit au poste de police de l'autoroute pour être interrogé. Tiens, mets-le dedans, s'il te plaît, Jacques. Tu es seul là? Ferme-le, hein. Les policiers vont tenter de découvrir qui sont les commanditaires de ces voleurs de cuivre. Retour au poste des CRS de Marseille. Cyril et Christophe ramènent l'homme interpellé et les outils trouvés sur place. Attention si ça vous tombe sur le pied, ça. Hein. Bien. Quant au butin, c'est en le passant à la pesée que les policiers vont découvrir qu'ils l'ont largement sous-estimé. C'est étonnant, ça. Ça fait quoi, là? On est à 450 kilos. 450 kilos de câbles, dont beaucoup de cuivre. Cette petite virée nocturne aurait pu rapporter plus de 5 000 € aux malfaiteurs. Ça, c'est le métrage. Le lendemain matin... Passe-moi les clés des menottes, s'il te plaît. Celle-là? Celle-là? Je prends monsieur un audition. Marc, qui avait travaillé sur l'affaire la veille, va interroger le voleur. Pas très bavard, on sait seulement qu'il est originaire de Roumanie. Bonjour madame. Bonjour. Une interprète a été convoquée pour faciliter l'audition. C'est vous. Vous avez commis les infractions de vol aggravé, en réunion et avec des dégradations. Qu'est-ce qu'il a à dire à ce sujet? Ce sont les deux autres dont il ne connaît pas les noms. Ce sont eux qui l'ont entraîné parce qu'ils ne savaient pas où il allait. L'individu reporte la faute sur les deux hommes qui ont réussi à prendre la fuite. Mais ce qui intéresse Marc, c'est surtout de savoir comment ces voleurs revendent le cuivre sans être inquiétés. Il connaît le nom du ferrailleur où il va revendre? Je ne connais pas le nom du ferrailleur, bien sûr, et il ne s'est pas expliqué, mais c'est pas loin de la mer. Il y a une personne qui s'en occupe. Il s'occupe de la vente pour tous les autres. Pour le policier, c'est un grand classique. Le système est bien organisé. En général, il y en a un peu plus ancien, entre guillemets, un patriarche, qui ouvre un compte en banque. C'est lui qui s'occupe de la revente de la ferraille, à son nom. Et, par contre, il ne met pas les mains dans les opérations de vol, donc comme ça, il reste clean au niveau de la facture, puisqu'il s'occupe du vol, lui ramène le cuivre, donc on sait qu'ils opèrent comme ça, mais c'est assez compliqué à prouver. Pour Catherine. Un système qui fonctionne avec des ferrailleurs peu regardants sur la provenance du cuivre. Allez. Une combine qui permet à certaines bandes organisées de gagner jusqu'à 200 000 € en liquide par an. Le lendemain, en comparution immédiate,
le voleur de l'autoroute a été condamné à 4 mois de prison ferme pour complicité de vol. Nous retournons dans le nord de la France, près d'Arras, où l'heure est venue d'intervenir pour les gendarmes confrontés au trafic de clandestins. Allez, messieurs, donc ce soir... 23 h, le capitaine Dussel a convoqué une vingtaine d'hommes en tenue de camouflage. Ce soir, on est sur une opération sur l'aire de donc l'autoroute A26 est propice à la remontée d'étrangers en situation régulière vers la Grande-Bretagne. Pour ce faire, on va essayer de désorganiser la filière des passeurs clandestins. Ce soir, pour interpeller les passeurs pas de voiture, les gendarmes de l'autoroute vont planquer dans des camions banalisés, prêts à intervenir. Tout de suite à gauche. Et vous remontez jusqu'à... Ok. Équipés d'une caméra à visée nocturne, les militaires peuvent observer les allées et venues. Un routier est d'ailleurs en train de vérifier si le temps d'aller payer, aucun clandestin ne s'est glissé sous ses essieux. On a vu donc sur les grillages et sur tous les poids lourds qui sont à l'entrée du parking, vous sur le reste. Ok pour tout le monde, c'est parti. On patiente, d'ici une bonne demi-heure, ça devrait commencer à bouger. Allez, silence radio pour tout le monde. L'attente va durer 2 heures par une température glaciale. Quand soudain, sur l'écran de contrôle, un homme apparaît. Charlie Delta, on a les chauffants visuels qui arrivent. Hein. Alors je sais pas par quel itinéraire, mais ça y est, ça arrive. Hein. Un chouf, un guetteur venu en éclaireur sur l'aire d'autoroute. Dans son sillage, les clandestins. Stand-by pour l'instant. Les migrants s'attroupent à l'arrière d'un camion. Le passeur vient de forcer la porte. Là, il est en train de faire monter, on a tout en image. Voici le passeur. Le capitaine a sous les yeux celui qui dirige ce trafic d'êtres humains depuis des mois. Oh putain, on l'a encore en image. Là, il est en train de travailler. Le passeur qui repousse violemment les clandestins trop pressés. C'est lui qui choisit. Ceux qui payent le plus montent avant. C'est un enfant, ça? C'est une femme. C'est une femme. Allez, vas-y, referme. Blanche et bonne. Referme. C'est bon, vas-y, referme. Le passeur vient de fermer la porte. Le capitaine décide d'intervenir. Allez les gars, faut y aller. Allez, top départ. Tout le monde converge, top départ. Les clandestins tentent de s'enfuir, mais la vingtaine de gendarmes est rapidement sur eux. À terre! Allez, à terre! Tout le monde à terre! Le passeur, il est pas là. Les clandestins sont là, mais le passeur, lui, vient de prendre la fuite vers la forêt bordant l'autoroute. Le passeur, il doit être par là. Hein. Les gendarmes fouillent chaque fourré. Là! C'est là! Lève-toi, police! Police! Allez! Fin de l'opération, le passeur présumé est arrêté. Allez, go! Ce soir-là, une vingtaine de clandestins ont bien failli rejoindre le paradis britannique. Ils ont pourtant tout tenté. Toi, ouais. Salut! Ouais. Les gendarmes doivent maintenant s'assurer que l'homme arrêté est bien le trafiquant qui sème la pagaille sur les autoroutes de la région. Il est 14 h, au QG de l'escadron des gendarmes du Pas-de-Calais. L'audition de l'homme interpellé peut commencer. C'est le major Maillot qui va tenter d'en savoir plus. Une audition sensible,
à huis clos. Au bout d'une demi-heure, mauvaise surprise pour les gendarmes. Le suspect ne serait qu'un clandestin prêt à tout. La nuit précédente, il aurait accepté de remplacer les vrais passeurs pour payer son passage moins cher une prochaine fois. Alors, il y a un petit rôle, hein. Mais bon, on avance puisque bon, d'autres noms sont donnés sur des passeurs un peu plus importants. Donc là, on va, je pense, parler d'un réseau très organisé. Donc ça signifierait quoi? D'autres interpellations sur leur camp de base, où des passeurs seraient retranchés. L'homme a donné un signalement précis de 2 individus, les vrais chefs du réseau d'après lui. Dès le lendemain, le capitaine Dussel va investir le camp des clandestins. 7 h du matin, le capitaine et ses hommes débarquent dans le camp, en bord d'autoroute. On y va? Ouais, Muriel, salut, merci. Ouais, bah écoute, à bientôt. Ouais, ça roule, ciao. À plus. Ouais, bye. Bon, on y va? Un camp qui prend de l'ampleur au fil des jours. De petites maisons en bois ont même remplacé les taudis. Contre l'avis du préfet, la commune, inquiète des conditions d'hygiène, a fait un geste. Allez les gars, allez mettez-moi un coup de sifflet là-dedans, 2 coups de sifflet là, on va les réveiller un petit peu. C'est bon. Dans le camp encore endormi, les gendarmes veulent retrouver les chefs du réseau au plus vite. Le capitaine fait aligner les hommes qui répondent aux signalements donnés par l'homme de main appréhendé la veille. Il place la cicatrice où? Comment? Il dit que la cicatrice est où? Au-dessus de l'œil. Il sait pas. Et gros, maigre? Gros. Grand, ouais. Grand et gros? Oui. Je pense à lui. Là. Lui? Allez, devant-toi. Ce premier suspect est interpellé. Vous avez quelque chose sur vous, non? Allez, bras. Un autre individu est également placé en garde à vue, érythréen lui aussi. Et en poursuivant sa perquisition, le capitaine découvre ses affaires, qui apparemment n'appartiennent à personne. Etio? Non? Vous pouvez me compter combien on a de billets là? Au total, il y en a pour 1 600 € en liquide, probablement l'argent des passeurs. Un passeur, ça a de l'argent et ça a des téléphones. Virez-moi la viande là. Et justement, cachés sous de la viande, 4 téléphones pour communiquer avec les autres membres du réseau, mais aussi ses cartes de crédit et des cartes d'identité. Bah, ils confisquent les papiers, ils font payer et ils ne restituent les papiers qu'une fois que le passage est effectif. Ça contraint les étrangers à rester sous leur, entre guillemets, sous leur domination. C'est un réseau de passeurs, hein, ce ne sont pas des enfants de cœur. Hein. Retour au poste. Les gendarmes vont maintenant auditionner les 2 hommes, les chefs présumés du trafic de clandestins. 2 Érythréens qui risquent de lourdes peines de prison, mais ils restent très calmes. Celui-ci, par exemple, a déjà un gros casier judiciaire. J'ai déjà fait 8 mois de prison à Béthune. J'ai été pris sur le même parking. Avant, j'ai déconné, j'ai aidé les gens à monter. Après, la police m'a arrêté. Ok, je reconnais, c'est mal. Mais là, je ne suis pas inquiet. Ils m'ont arrêté pour rien. Vous avez vu? C'est au camp qu'ils m'ont pris. L'homme n'était pas sur l'aire d'autoroute. Il n'a pas été pris en flagrant délit. Il le sait parfaitement. Les gendarmes n'ont pas grand-chose contre lui. Regarde la vidéo. S'ils ont filmé le parking, regarde si tu vois mon visage ou mon corps. Je suis sûr de ne pas y être. S'ils regardent vraiment, je suis libre. Alors le capitaine va tenter de le faire craquer. Il décide de confronter les 2 passeurs à l'homme qui les a dénoncés. Dans le bureau, la tension est palpable. Nous ne sommes pas autorisés à filmer. Fin de l'audition. Pendant les échanges, le capitaine Dussel a remarqué que l'homme qui a déjà fait de la prison
semble terroriser les deux autres. En sa présence, celui qui l'avait accusé s'est d'ailleurs rétracté. Il fait peur à tout le monde, lui, hein. Il est dangereux, lui, non? Il est méchant, lui. Oui, il est capable de faire beaucoup de mal. Mais les gendarmes n'ont aucune preuve contre lui. Malgré 9 mois d'enquête, le capitaine doit relâcher celui qui organise peut-être le flot des migrants vers l'Angleterre. S'il veut s'en aller, il est libre de partir maintenant. Bon, arrête la sac. Merci beaucoup. Bye bye. L'homme ne s'attarde pas, le sourire aux lèvres. Quant à l'autre individu, celui qui semblait détenir les téléphones et l'argent, dès le lendemain, en comparution immédiate, il a été condamné à 3 ans de prison ferme. Chaque mois, 1500 clandestins transiteraient ainsi par le nord de la France. Retour sur Marseille et son réseau d'autoroutes. Depuis 19 ans qu'il le sillonne, Marc, l'un des enquêteurs de la fameuse CRS, croise toutes sortes de délinquants. Et ce matin-là, justement, il vient d'être appelé sur une affaire plus qu'inquiétante. Direction le péage du tunnel du Prado, en plein cœur de la ville. Alors donc c'est là que ça s'est passé. Une altercation entre automobilistes a dégénéré. La barrière a été réparée déjà apparemment. Marc vient recueillir les premiers éléments auprès du responsable du péage. Bonjour, la police d'autoroute. Merci. Et son enquête commence plutôt bien. Grâce aux nombreuses caméras pointées sur le péage. Bonjour. Bonjour. Le CD, la bande vidéo qui est prête. Toute la scène a été filmée. Il est 23h30 ce soir-là. Un motard arrive au péage et s'arrête pour payer. Soudain, une voiture arrive derrière lui, beaucoup trop vite. La même scène sur la caméra opposée. En haut à gauche, le motard est en train d'arriver quand brusquement, la voiture le renverse. À gauche de l'écran, un employé du péage surgit pour porter secours au motard. Par miracle, il est sain et sauf. Mais très vite, la situation dérape. À gauche, le chauffard sorti de sa voiture prend les 2 hommes à partie. Et ce n'est qu'un début. Car Marc va bénéficier d'un autre élément précieux, une bande-son. Voyant les choses s'envenimer, l'employé du péage a eu le réflexe de tout enregistrer sur ce dictaphone. Allez, remontez dans votre voiture, on va appeler le CRS et on va engager la police. Voilà. Asseyez-vous. Appelle la police. Le conducteur sent qu'il est coincé. Il s'en prend au motard, qui est pourtant sa victime. J'ai pas une face, tu veux quoi de moi? J'ai pas de sous, tu veux quoi de moi? Prends ta moto et dégage, je te donne une pour te mettre. L'homme coincé entre les barrières s'agite de plus en plus. Allez, appelle-moi le CRS, s'il te plaît. Allez, ok. Le chauffard, hors de lui, menace le motard, les yeux dans les yeux. T'as compris? Regarde-moi. T'as compris? Regarde-moi dans les yeux. Si je reste tuer tout, c'est pas. Mais la police est sur le point d'arriver. Ils arrivent. Aussitôt, l'homme rentre dans sa voiture. Alors, le monsieur veut prendre la fuite. Le motard s'inquiète pour sa moto, mais l'employé ne se laisse pas impressionner. Il va rentrer dans la moto, il va me la toucher. Mettez-vous sur le trottoir, la moto c'est pas grave. Ah ouais, non, attendez. Le chauffard ne veut pas croiser les policiers. Il vient de casser la barrière en marche arrière. Il a reculé en force et se présente sur la voie d'à côté. Faut qu'ils arrivent vite. L'employé vient se mettre contre la voiture, mais le chauffard
démarre violemment, en bousculant l'employé. Là, il essaie de m'écraser. C'est toi, maintenant. Depuis, plus aucune trace du chauffard. Les CRS de Marseille doivent le retrouver au plus vite, car l'homme leur semble dangereux. Retour au PC des CRS de l'autoroute. Grâce à la plaque d'immatriculation relevée sur la vidéo, Marc va rapidement retrouver l'identité du chauffard. Je viens d'avoir un nom, prénom avec une adresse. Et l'homme n'est pas inconnu des services de police, c'est même plutôt le contraire. Selon Marc, il a un CV impressionnant. Mais l'enquêteur doit vérifier un dernier élément. Alors quelques heures plus tard, il va convoquer un témoin. On va faire cette présentation de planche photo. C'est l'employé du péage, celui que le chauffard a failli écraser. On a peut-être moyen d'identifier photographiquement avant d'aller chercher la personne qui vous a agressé. Le portrait de son agresseur présumé est glissé dans cette série de photos. Donc voilà, une planche de 8 personnes. Laquelle est-ce? C'est numéro 5. Numéro 5, il n'y a pas l'air d'avoir d'hésitation. Ça semblait relativement formel. Il n'y a pas de doute pour moi, c'est le monsieur numéro 5 sur la photo. L'employé du péage a reconnu le chauffard au premier coup d'œil. Il lui a fait face une dizaine de minutes. Il était très agressif, il a tapé sur son capot, il était vraiment très énervé. Donc il a essayé d'intimider le motard par des menaces de mort. Si tu portes plainte, je vais te tuer. Tu vous raccompagnes? Ouais. Merci. Merci à vous. Le chauffard est formellement identifié. Marc veut l'interpeller au plus vite. Le lendemain matin, les CRS de l'autoroute passent à l'action. Direction les quartiers nord de Marseille. Il est à peine 7 heures. Marc et une dizaine de collègues arrivent dans la cité endormie. C'est dans cet immeuble qu'habite le chauffard. Elle est là, la voiture. Voilà. La voiture, elle est là. Hop. Voici donc la voiture qui a renversé le motard. Les policiers vont maintenant appréhender son propriétaire. Allez, c'est parti. Les CRS arrivent devant la porte. L'occupant ouvre sans la moindre résistance. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est la police. Je vous demander de nous accompagner, monsieur. Oui, bien sûr. Et voici le fameux chauffard. Contre toute attente, il est très calme. Donc vous êtes placé en garde à vue. Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur? Des violences volontaires avec un par destination et un accident matériel avec délit de fuite. En revanche, il ne se démonte pas. Tout ça. Monsieur, je vais vous dire. Non, mais on va en parler. On va en parler tranquillement. Est-ce que vous prévenir un avocat de la mesure? Non, pas du tout, parce que je vais me défendre. Et vous allez voir que malgré les charges qui pèsent contre lui, le chauffard du péage du Prado va tout tenter pour s'en sortir à nouveau. L'après-midi même, devant Marc qui commence à l'interroger, l'homme, habitué au garde à vue, ne semble pas prêt à reconnaître sa culpabilité. Moi, ce que je vais vous dire, il ne faut pas que je sois victime aussi. Parce qu'eux veulent se faire passer pour des victimes, parce que là, moi je sais, c'est quoi, je connais moi. Je suis né à Marseille, je ne suis pas bête. En attendant, c'est bien contre lui que la société de péage a porté plainte. Si le motard renversé n'a pas donné suite à l'affaire, craignant des représailles, l'employé lui a bien failli être écrasé. Mais le chauffard se justifie. Mais le fautif, c'est comme... c'est le monsieur de la sécurité. C'est l'arbitre. C'est lui le fautif. Là, il s'est pris pour Superman. Lui aussi, il m'a menacé. Qui ça? Les deux. Ils étaient deux contre moi, j'étais obligé de les menacer. Ils vous ont menacé? Non, ils m'ont pas menacé, mais c'était deux contre moi. Donc j'ai joué un peu d'astuce, non? C'est mon droit.
Je sais pas, je vous demande donc. Ouais, je les ai fait peur. Une défense qui laisse Marc perplexe. Sans compter que l'homme n'aurait jamais dû se trouver au volant ce soir-là. Donc apparemment, vous avez plus de points sur votre permis. Il n'y a même pas eu moi, j'avais 4 points. Qui c'est qui m'a levé les 4 points? C'est pas normal, ça, c'est quelqu'un qui triche. Ouais. Malgré tout, le chauffard campe sur ses positions. L'employé du péage l'aurait menacé. Marc décide d'organiser une confrontation. Une heure plus tard, le chauffard se retrouve juste à côté de sa victime, l'employé du péage. Cette fois, il se montre plus conciliant. Pourquoi, quand il vient vers vous, il est devant la voiture et vous démarrez comme s'il n'était pas là? Parce que je me suis senti menacé. C'est instinctif, je sais pas pourquoi. J'ai pas voulu l'écraser quand même. J'ai pas voulu vous écraser, monsieur. L'employé du péage, lui, affirme n'avoir jamais menacé l'individu. Je vous dis de vous calmer. J'ai pas eu un mot plus haut que l'autre. Donc je vous ai pas agressé. Je me suis pas senti agressé, mais moi je me suis pas senti en sécurité, c'est pour ça que je suis parti. Dans ses petits souliers, le multirécidiviste tente une dernière manœuvre. Je vais m'excuser auprès du monsieur. Voilà, je m'excuse. Je vous excuse. Je vous aurais oublié il y a quelques jours. C'est des menaces, tout le monde vient fait des menaces. Je reviens en arrière, encore une fois, je m'excuse pour ces menaces. C'est bon. Le policier est satisfait. Le face-à-face entre les deux hommes s'est déroulé plutôt courtoisement. Voilà. Oui, quand je vous dis que mes confrontations se portent bien, qu'ils partent, ils vont presque boire un coup ensemble. Jugé en comparution immédiate, le chauffard a écopé de 4 mois de prison ferme. Une délinquance qui ne laisse aucun répit aux forces de l'ordre. Alcoolémie, délit de fuite, agression. Chaque jour, plus de 1500 délits sont commis sur les routes françaises. Mais parfois, le pire ne peut être évité. L'an dernier, 40% des accidents mortels sur autoroute ont été causés par des chauffards.